Bienvenue sur la chaîne de Ciel et Espace. Pensez à liker et à vous abonner à la chaîne pour suivre nos actualités et nous soutenir. Si vous souhaitez continuer votre découverte de l'univers avec Ciel et Espace, nous vous offrons 20% de réduction sur votre premier abonnement papier, premium ou numérique au magazine, avec le code Callisto. Vous recevrez Ciel et Espace tous les 2 mois directement chez vous et avec la formule premium et numérique, vous aurez accès à la version en ligne ainsi qu'à tous nos anciens numéros numériques, soit plus de 120 numéros. Bonjour à tous, on va conclure cette journée donc avec Sébastien Vauclair qui a de nombreuses casquettes, un doctorat en astrophysique, des activités de vente de matériel et surtout une grosse activité dans la protection du ciel nocturne, avec une grosse participation en fait dans la création de la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi, qui a été un petit peu la petite graine de laquelle ont émergé beaucoup de choses par la suite, et qui depuis 2 jours aussi est Dark Sky Defender pour l'Europe, un titre honorifique décerné par l'International Dark Sky Association. Donc je te laisse la parole. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous. Effectivement, il y a un peu d'émotion quand même, puisqu'il y a à peu près 20 ans, jour pour jour, à la quasiment dernière conférence des RCE 2004, j'étais ici dans la salle Louis Armand, mais pour parler d'amas de galaxies, d'évolution de l'univers, qui était le sujet de ma thèse. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez sympa, 20 ans après, d'être là, pour parler à nouveau de recherche scientifique, mais que je mène maintenant de manière privée, au sein d'un bureau d'études que j'ai créé il y a une dizaine d'années, qui s'appelle Dark Sky Lab. Et je dois dire que pour avoir connu la recherche institutionnelle publique, je suis assez heureux aujourd'hui de pouvoir le faire librement, indépendamment, et en passant plus de temps à faire de la recherche qu'à chercher les moyens de faire de la recherche. J'ai quelques visages dans la salle qui comprendront, je pense, assez bien ce que je sous-entends. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler je vais essayer, parce que en 2004, j'avais pas fait 3 jours de salon avant sur un stand. Et là, ça va être peut-être un peu dur au niveau de la parole, mais bon, je vais essayer de tenir 1 heure. Et donc, je vais vous parler de protection de l'environnement nocturne, de la nuit. La France, leader mondial. Certains ont vu, j'ai rajouté un petit point d'interrogation quand même, parce que le but du jeu, c'est que ce soit quand même un petit peu un débat. Et donc, on va essayer de décrypter un tout petit peu ça. Donc, la réponse est oui, la France est leader mondial. Donc, merci de m'avoir écouté. Au revoir, je vais démonter mon stand. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, je tiens à l'infographie, d'ailleurs. Rendons à César ce qui est à César. À l'article qui a été publié dans Ciel et Espace, je crois que c'était juste l'été passé, juillet-août dernier, où il y a eu un joli document, un joli article sur plusieurs pages qui explique, qui raconte d'ailleurs toutes les réserves de ciel étoilé. Il y a eu pas mal de reportages dans toutes les réserves de ciel étoilé. Jean-Luc a cité la première au Pic du Midi, mais aujourd'hui il y en a 5 en France, ce qui commence à répondre à la question d'ailleurs, puisqu'il y a 22 réserves internationales de ciel étoilé dans le monde aujourd'hui, sur à peu près 200 dossiers déposés, et sur les 22 réserves internationales de ciel étoilé dans le monde, il y en a 5 en France. Il y en a encore 5 dans les cartons, dont certaines qui devraient aboutir assez rapidement, comme par exemple le Morvan, qui est vraiment au bout du processus, qui ne devrait pas tarder. Donc il y a cet article dans Ciel et Espace, donc je vous invite à le retrouver, où on décrypte un petit peu ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la France championne du monde sur cette carte? De quoi on parle? On parle en fait d'une évolution en pourcent de la radiance mesurée par satellite. La radiance, j'y reviendrai un petit peu au cours de la présentation, c'est en fait une énergie lumineuse mesurée depuis l'espace. Donc on mesure voilà, la lumière tous les jours, voire tous les ans. Là, on parle plutôt de moyenne annuelle. Et il se trouve qu'entre 2022 et 2023, la France a vu sa radiance moyenne diminuer de 25%. Donc rien que ça, c'est quand même un résultat assez énorme. Mais il va falloir le décrypter un petit peu. Alors c'est intéressant de replonger ça aussi à l'échelle mondiale. Vous voyez que la France est la seule à avoir plus de 25% en moins sur cette période. Alors il y a d'autres pays en vert. Alors j'ai pas vraiment le temps de tout décrire ici, mais je vous renvoie à un article de blog sur notre site web si vous voulez un peu le détail. Mais vous comprendrez vite que si on parle de l'Ukraine, de la Corée du Nord, etc., il y a d'autres raisons à l'évolution de la radiance vue depuis l'espace. Alors vous allez me dire, c'est très bien de voir une baisse entre 2022 et 2023. On a tous en tête qu'il s'est passé pas mal de choses à cette période-là, en termes géopolitiques, en termes d'accès à l'énergie. Donc c'est vrai que voilà, quand on dit une baisse de 25%, c'est bien gentil, mais c'est aussi relatif. Donc c'est important de savoir d'où on part. L'exemple le plus flagrant, c'est la Corée du Nord.
Alors si on veut faire de l'humour pas terrible, hein, on peut dire qu'il suffit d'allumer quelques bougies. Hein, quand on n'a rien du tout, on part de zéro, on allume un peu de lumière, on a vite fait d'avoir plus 25%. Hein. Donc c'est toujours important quand on fait du relatif de savoir d'où on part et de voir aussi l'évolution, parce qu'il y a eu beaucoup de dents de scie, hein, entre le Covid, les crises économiques, etc. Mais le plus important à regarder, en fait, c'est le fait que la France a une tendance à la baisse depuis 10 ans, continue. Tous les ans, il y a une baisse de radiance mesurée depuis l'espace sur la France. Et donc ça, c'est la période de 2014 à 2023. Et donc on a une vraie diminution très clairement sensible, mesurable, de la radiance observée depuis le satellite. Donc on peut déjà dire, c'est pas mal, on est content. Il y a 20 ans, quand j'ai fait cette conférence où je m'intéressais déjà à la pollution lumineuse, j'aurais pas osé en rêver en fait, hein, parce qu'on proposait aux collectivités d'éteindre la lumière la nuit, etc. Chose qui est maintenant comprise et assez appliquée en France. Mais je vais essayer de vous décrire, vous expliquer qu'en fait, aujourd'hui, on est presque inquiet en fait de voir cette tendance un peu parfois trop rapide, parce que qui dit une tendance trop rapide dit qu'il y a en général un rééquilibrage. Si vous vous intéressez au sujet, vous avez certainement vu des articles de presse, ces villes qui rallument la nuit, voilà, pour des soi-disant problèmes de sécurité. Enfin, il y a tout un tas. Alors, ce sujet pourrait nous occuper les 3 jours. Donc, je vais essayer de tenir qu'une heure, parce qu'on a encore des choses à faire après. Donc, je vais passer sur pas mal de choses, mais j'espère qu'il y aura peut-être le temps pour une ou des questions après. Je fais quand même une petite page de pub si le sujet vous intéresse. Vous pouvez nous rejoindre au sein de l'association qui s'appelle Dark Sky France. Alors, il faut bien faire la distinction. Moi, je représente le bureau d'études Dark Sky Lab, qui est un bureau d'études privé, machin. On fait des prestations pour des entreprises ou des collectivités surtout. Mais récemment, on a créé, avec Jean-François Graffon ici présent, photographe nocturne, par exemple, qui fait ces magnifiques photos de paysages célestes. On a créé donc l'association Dark Sky France, qui n'est ni plus ni moins que l'émanation française de Dark Sky International, qui est anciennement International Dark Sky Association. C'est elle qui délivre, par exemple, le label de réserve internationale de ciel étoilé. Donc il y avait déjà ces émanations qu'on appelle des chapters dans différents pays, en Irlande, en Angleterre, en Allemagne, voilà. Mais il n'y avait pas encore le chapter français. Alors c'était lié à plusieurs choses, mais il y avait beaucoup d'acteurs différents dans ce monde de la pollution lumineuse pendant longtemps. Évidemment, la NPCEN, hein, mais aussi Noé Conservation, France Nature Environnement, des associations d'astronomie qui œuvraient pour le ciel nocturne. Et en fait, Dark Sky France se veut un peu fédératrice, quoi, en fait, pour regrouper toutes ces initiatives. Donc, je vous invite à, alors non pas rejoindre le stand, puisque à la fin de ma conférence, il y aura plus de stand, puisque c'est la fin du DRCE. Mais vous pouvez aller tout simplement voir sur darkskyfrance.org, pardon, et n'hésitez pas à adhérer, évidemment. Alors, c'est le tout début, hein, donc on vous attend aussi pour définir quelle sera la vie de cette association. Alors, juste pour revenir sur quelques points quand même assez essentiels de prérequis et de contexte, pour bien avoir en tête de quoi on parle, hein, la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est ? Quels sont ses principaux enjeux ? Alors évidemment, je ne vais pas vous apprendre ici qu'il y a des enjeux en termes d'accès au ciel étoilé. Au-delà de l'astronomie, c'est l'accès au ciel étoilé, en fait, pour tout un chacun, qui est beaucoup plus importante, en fait, ne serait-ce que pour savoir un peu qu'est-ce qui nous entoure, d'où on vient, qu'est-ce qu'il y a, se poser des questions existentielles finalement, comme le font les humains et les astronomes jusqu'à la pollution lumineuse. Donc c'est cet accès au ciel étoilé. Ensuite, il y a évidemment les enjeux énergétiques et économiques. Ça, c'est très clair. Je vous rappelle vite fait que l'éclairage public concerne à peu près 40% de la dépense énergétique des collectivités en France, donc c'est monstrueux. Aujourd'hui, avec des bons projets de rénovation de communes rurales, avec des parcs d'éclairage très obsolètes, en passant vers des nouvelles technologies, mais avec aussi des nouveaux usages, c'est-à-dire de ne pas allumer toute la nuit, pareil, etc. On peut arriver à des économies sur les factures d'électricité de communes qui vont jusqu'à 80% sans aucun problème, hein. Donc imaginez aujourd'hui les communes qui ont du mal à joindre les deux bouts, on leur propose des économies de 80%. On comprend bien qu'on arrive quand même un peu à les convaincre sur cet argument-là. Mais les principaux arguments, on peut les regrouper les deux derniers, puisqu'il ne faut pas oublier que l'être humain fait quand même partie de la biodiversité et de la nature. C'est l'impact de la lumière sur l'environnement et sur la vie sur Terre, tout simplement, puisque tout ça a été créé et évolué avec des cycles naturels. Et l'être humain, parce que ça coûtait pas cher, a voulu transformer la nuit en jour. C'était facile, il suffisait d'éclairer, mais on se rend compte maintenant qu'évidemment, ça a pas mal d'effets délétères. Et on est au tout début de la compréhension des problématiques que ça pose pour la survie du vivant sur la planète, tout simplement. On sait aujourd'hui que c'est à peu près du même niveau d'impact que les pesticides, par exemple, hein, donc c'est très très loin d'être négligeable, et c'est peut-être même bien pire encore.
Alors par contre, on peut maintenant, on le sait, parce que la pollution lumineuse est devenue un sujet scientifique d'étude à part entière, donc on ne peut pas dire la pollution lumineuse, donc je continuerai à le dire parce que c'est plus pratique, mais en réalité, il faut parler de pollution lumineuse au pluriel, puisque ça évolue tout le temps, il y a plusieurs manières de voir la pollution lumineuse. Historiquement, depuis les années 1950 à peu près, c'est les astronomes qui se sont émus un peu de ce phénomène, puisqu'on voit bien sur l'image de droite, le fameux phénomène de diffusion de la lumière et du halo lumineux qui voile le ciel, et donc qui nous empêche de voir les étoiles à travers. Bon, ça c'est la première chose. Mais en réalité, si on se met à la place de la faune d'un animal, par exemple, on comprend bien qu'un oiseau migrateur qui voudrait traverser l'Europe, peut-être qu'il est obligé de slalomer entre les halos lumineux parce que il voit pas les étoiles non plus. Par contre, une fourmi ou un crapaud qui bouge un peu moins loin en général, il va peut-être plus être impacté par une forte luminance, c'est-à-dire en fait un éblouissement de visibilité directe d'une source lumineuse, plutôt de savoir si cette source lumineuse avec toutes ses copines se diffuse à 100 km à la ronde. Donc on va déjà distinguer la pollution lumineuse indirecte ou diffuse de la pollution lumineuse directe. On peut les mesurer de différentes manières, on peut faire différentes modélisations. Je vais surtout vous parler de la version de droite pour l'instant, mais on travaille de plus en plus maintenant pour l'impact sur la faune, mais aussi sur les usagers humains, éblouissement quand on est en voiture, etc. Donc c'est vraiment deux choses à distinguer. Mais ensuite, il faut aussi distinguer les heures. Et je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de communes aujourd'hui qui éteignent l'éclairage en cœur de nuit. Donc évidemment, si vous allez dans le Morvan à 3 h du matin, vous n'aurez pas le même ciel que le Morvan à 21 h. Parce que à 21 h, les communes n'ont pas encore éteint. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment avoir en tête. Et je vous le dis tout de suite, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Quand je vous parle de moins 25% de la radiance lumineuse ou moins 40% sur 10 ans, etc., il faut savoir que c'est surtout un indicateur que les communes éteignent la nuit plutôt qu'un vrai travail sur la pollution lumineuse. Et c'est en ça que je disais que c'était presque un peu dangereux, en fait, parce que c'est une solution de facilité, et c'est un peu le lampadaire qui cache la forêt, quoi. C'est-à-dire, on éteint le lampadaire, mais quand on éteint le lampadaire, il n'y a plus de nuisance, en fait, il n'y a plus de lumière. Mais en fait, le lampadaire, on l'éteint tard. Et donc, qu'est-ce qui se passe avant? Ça peut être une question, et c'est la question, en réalité. Ensuite, il y a aussi une vraie problématique de conditions météorologiques. L'astronome étant la seule espèce de la biodiversité que je connais qui sort la nuit que quand il fait beau, quand il n'y a pas la lune et au milieu de la nuit. Voilà. Après, il y a beaucoup d'espèces vivantes qui peuvent sortir à d'autres heures de la nuit, qui peuvent sortir quand il y a la lune ou quand il fait pas beau. Et donc ici, on a une image qui est faite avec une caméra Sky Quality Camera, c'est-à-dire une caméra All Sky qui mesure la pollution lumineuse, mais on voit le même endroit en haut quand il fait beau et en bas quand il fait pas beau. Et on se rend bien compte que des petits halos lumineux à l'horizon, à peine gênants quand il fait beau, se transforme en voilement total du ciel étoilé quand il fait pas beau, parce qu'évidemment on augmente la diffusion, mais ça peut être monstrueux, ça peut être d'un facteur 50, 60 sur des villes très polluées. Donc il faut regarder la pollution lumineuse en fonction de l'heure, en fonction des conditions météo et en fonction de l'ampleur géographique du phénomène, je dirais. Alors encore quelques rappels quand même, juste pour quelques ordres de grandeur, en termes de sensibilité en fait de certaines espèces à la luminosité. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Aujourd'hui, on utilise le lux comme instrument, comme unité de mesure de l'éclairement. Alors je vais donner un seul chiffre, c'est la lune, à peu près la pleine lune. Vous avez tous fait l'expérience, je pense, parce qu'on est entre gens de bonne compagnie ici, aux rencontres du ciel et de l'espace, d'une balade dans la nature à la pleine lune. C'est-à-dire qu'à la pleine lune, quand nos yeux s'habituent, après un quart d'heure, on se balade sans aucun problème à l'extérieur avec la lumière de la pleine lune. La pleine lune, c'est en gros 0,3, 0,5 lux maximum. C'est un demi-lux, retenez à peu près ça. Une route normalement éclairée, dans les normes à peu près européennes, on va être entre 10 et 20 lux déjà. La photo que je vous ai montrée tout à l'heure qui illustrait la pollution lumineuse directe, c'est un tout petit village dans le parc naturel régional de la montagne de Reims, 1000 ou 2000 habitants, avec évidemment personne qui bouge la nuit. Le rond-point où la photo que j'ai montrée là, je l'ai mesuré à 250 lux. C'est à peu près le niveau d'éclairement d'un terrain de foot pour des rencontres régionales, vous voyez. Et ça, c'est à comparer à ce que je vous montre à droite. Vous avez deux courbes, une courbe bleue et une courbe jaune en bas, qui montrent la différence entre l'activité d'insectes, entre une nuit de pleine lune, donc avec 0,5 lux, et une nuit de nouvelle lune, donc avec à peu près 0 lux, on va dire. Et rien que le demi-lux de la lune impacte l'activité des espèces d'insectes d'un facteur 100 à peu près. Donc rien qu'un demi-lux, voilà, divise l'activité des insectes d'un facteur 100. Et nous, on éclaire un rond-point dans un petit village de 1000 habitants avec 250 lux. Voilà. Alors, vous avez tous les chiffres en tête, on parle de 150 insectes morts par lampadaire par nuit d'été.
multiplié par 11 millions de lampadaires en France, à peu près 4 milliards, et encore c'est vieux, de lampadaires dans le monde, on peut parler de génocide, hein, tout simplement. Et les insectes étant les premiers éléments de la chaîne alimentaire, je ne vous fais pas le topo. J'insiste sur un autre point aussi qu'on appelle la bimodalité de la vie de la faune. Alors évidemment, tout ça est beaucoup trop généralisé. Hein. S'il y a des écologues qui m'écoutent, ils vont avoir les poils qui s'hérissent, mais j'assume de simplifier le débat. Là, on s'intéresse à des espèces de chauves-souris, hein, qui sont évidemment les espèces emblématiques de la nuit et les plus étudiées dans ce sujet-là parce que c'est le plus facile, tout simplement. On voit très bien ici à gauche 2 pics en fait, qui expliquent la bimodalité, c'est-à-dire que les espèces nocturnes, pour la plupart, encore une fois, pour pas trop généraliser, sont en gros actives à l'aube et au crépuscule, voilà, surtout à l'aube ou plus au crépuscule pour certaines espèces. Mais en général, on a quand même une baisse d'activité, ce que j'appelle le cœur de nuit, c'est-à-dire voilà, au milieu de la nuit, entre minuit et 5 heures du matin, grosso modo. Gardez ça en tête pour la suite. Je vous montre maintenant rapidement quels sont le type de données qu'on peut mobiliser pour analyser la pollution lumineuse. Alors évidemment, vous avez tous connaissance des données satellites, je vais y revenir un petit peu tout à l'heure, mais on travaille énormément aussi beaucoup maintenant avec les données techniques des parcs d'éclairage dans le système international de géographie, hein, pour pouvoir confronter ça à d'autres informations. Ça veut dire qu'on connaît précisément l'emplacement de chaque point lumineux, le type de source, est-ce que c'est une LED, du sodium, quelle est la puissance lumineuse, est-ce que ça éclaire vers le haut, vers le bas, etc. Et on a collecté depuis une dizaine d'années qu'on travaille sur ce sujet à peu près 5 millions de points lumineux qu'on a constitués dans une base de données homogène, consolidée. C'est à peu près la moitié des points lumineux de France. Donc ça permet d'avoir une bonne idée quand même de la statistique et puis de suivre l'évolution, de produire différents types d'indicateurs. On a ensuite les données de radiance classiques qui sont obtenues avec le détecteur VIRS. C'est lui qui nous donne de l'information depuis 10 ans. Donc c'est assez génial. J'espère que ça va durer parce qu'avec les évolutions politiques américaines, on a des gros soucis à se faire, puisque Donald Trump veut tout simplement couper les vifs du NOAA, qui est l'équivalent de la NASA qui observe la Terre. Donc on est un peu inquiet sur la pérennisation de ces données, mais pour l'instant on les a depuis 10 ans. Et c'est vraiment fabuleux parce qu'on a des données gratuites, homogènes, depuis 10 ans. C'est ça qui nous permet de faire ces évolutions avec vraiment des données scientifiquement robustes, quoi. Mais elles ont des défauts. Le premier défaut, qu'on peut tourner en avantage, c'est que ces données sont systématiquement obtenues après 1h30 du matin. Donc en gros, toutes les communes qui pratiquent l'extinction en cœur de nuit ne sont pas vues tout simplement par le satellite. Donc ça, maintenant on le sait, mais il y a énormément de gens ou énormément d'études qui se basent sur des cartes de pollution lumineuse de base, qu'on va trouver par exemple sur le site Light Pollution Map, qui sont des données qui sont uniquement en cœur de nuit, donc on ne voit pas les communes qui sont éteintes. Donc il y a un gros travail à faire ensuite pour essayer d'extrapoler ça à qu'est-ce que ça donne au crépuscule quand tout n'est pas encore éteint. Deuxième défaut de ces données, c'est la résolution géographique, qui est quand même pas terrible. On est à 500 mètres par pixel. Donc ça marche très bien pour travailler sur le parc national des Pyrénées, ou le Morvan ou autre, ou à l'échelle de la France ou du monde. Mais ça marche moins bien pour travailler à la trame noire de Paris. On est en train de le faire aujourd'hui, évidemment. 500 mètres sur un pixel, on voit pas beaucoup de détails. Et donc on peut avoir maintenant d'autres types de données. Il y a quelques satellites, mais extrêmement rares. En fait, il n'y en a pas. Il y a un truc chinois, mais bon, qui fait de l'imagerie satellite à un peu plus haute résolution, de l'ordre du mètre à 10 mètres. Mais surtout, on commence à utiliser aussi des moyens de survol aérien qui sont beaucoup plus intéressants. Et enfin, on fait des mesures depuis le sol, puisque quand on fait de la modélisation, ça c'est ce que j'ai retenu essentiellement de mes études d'astrophysique, c'est qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut à un ordinateur, hein, surtout sur l'univers lointain, etc. Mais il faut au minimum confronter ça à des observations pour pouvoir contraindre les modèles, c'est comme ça qu'on appelle ça. On peut faire toutes les prédictions qu'on veut, mais si on n'a pas d'observations qui vont valider ou infirmer les modèles, eh ben on peut faire tout et n'importe quoi, tout simplement. Alors, une petite page de pub personnelle quand même pour vous montrer une nouvelle plateforme qu'on a mis en ligne depuis quelques mois qui s'appelle la Light Pollution Platform, qui est accessible en accès totalement libre évidemment sur notre site et qui présente une carte mondiale à jour. Donc, c'est les dernières données de 2023 puisque le temps de traitement des données, puisque c'est des données moyennées sur une année, évidemment, c'est de l'année d'avant. Et donc là, on a les données de radiance. Donc, on peut déjà voir comme ça l'information brute en fait. Donc, l'unité, ce sont des nanowatts par stéradian par centimètre carré. C'est une énergie lumineuse, donc c'est-à-dire qu'à un pixel donné, vous savez qu'on a telle quantité d'énergie lumineuse qui est perçue depuis le ciel, qui cumule tout, hein, les réflexions, la lumière directe, etc. Et c'est là-dessus qu'on va travailler ensuite pour pouvoir modéliser la diffusion de la lumière. J'y reviendrai tout de suite.
Donc, vous pouvez accéder à cette plateforme. Bon, après, s'il y en a que ça intéresse, il y a aussi la vraie plateforme, en fait, elle est accessible sur connexion. Et là, on a différents types de services qui sont accessibles plutôt pour des professionnels ou pour des usages un peu plus poussés. Si vous voulez, par exemple, des images en fichier géoréférencé, si vous voulez traiter des données à partir d'instruments de mesure que je vais présenter après, ou si on veut travailler sur des bases de données de points lumineux pour faire avant-après travaux, par exemple. Ce sont des choses qu'on offre maintenant de manière automatique sur cette plateforme. Alors, si vous y allez tout de suite ou après parce que vous êtes curieux, sachez que ça va évoluer très vite. Et en 2 mots, il y a quelques trucs qui sont payants sur cette plateforme. Une grosse partie va basculer gratuit dans les mois qui viennent. Tout ce qui concerne les cartes de pollution lumineuse basiques, on vient d'acter, de décider qu'on allait délivrer tout ça gratuitement à l'avenir. Alors voilà ce que ça donne pour l'amélioration des images. À gauche, le VIRS à 500 mètres par pixel. À droite, un satellite qui s'appelle Jilin chinois, avec lequel on a pu faire des images à quelques mètres, on va dire. Et enfin, qu'est-ce qu'on obtient avec ce qu'on appelle l'orthophotographie, c'est-à-dire des images aériennes nocturnes. Donc là, on voit très bien le niveau de précision, hein, on est à moins du mètre de résolution. Donc on a ici une zone côté de Aubernais, dans les Vosges, où on voit une zone plutôt industrielle, et en haut à gauche, une zone résidentielle. Donc on voit très bien déjà la différence de couleur. Enfin, on peut vous imaginez tout ce qu'on peut analyser avec ça. Et ce qui est assez génial aussi, un des défauts du satellite, c'est qu'on maîtrise mal les horaires de passage. Évidemment, il y a des problèmes météo, il y a tout un tas de trucs. Et en plus, si c'est moyenné sur une année, il y a plein de conditions qui sont cumulées finalement pour faire une moyenne. Alors qu'avec un avion, on peut faire un passage avant et après 23 heures sur la même zone. Donc là, vous avez un quartier de Aubernais avant 23 heures en haut et après 23 heures en bas. Donc là, on voit évidemment l'effet de l'extinction. Donc c'est d'abord une belle image pour de la communication, mais on peut aussi en faire pas mal d'analyses derrière, évidemment. Alors juste un point, c'est vraiment pas le sujet de la présentation, mais juste pour dire encore une fois que c'est fondamental d'avoir des points de référence en fait pour pouvoir calibrer d'éventuelles cartes de pollution lumineuse, celles que je vous montrerai après. Et donc on développe aussi beaucoup en fait des instruments de métrologie qui mesurent la brillance du ciel. Alors on parle de luminance, excusez-moi, il y a quelques termes techniques quand même. La luminance en astronomie, on parle de magnitude par arc seconde au carré. C'est un peu comme la brillance d'une surface. Par exemple, si je regarde l'écran ici, là on va plutôt parler de candela par mètre carré, mais c'est en gros de combien la surface qui est là vous envoie de lumière, quoi. Donc c'est ce qu'on fait en mesurant ça au zénith avec cet instrument qu'on appelle Ninox. L'avantage du Ninox, c'est un peu comme un SQM, Sky Quality Meter, que vous connaissez peut-être mieux, sauf que c'est un truc qui est un peu avec de l'intelligence embarquée, c'est-à-dire que ça fait tout automatiquement. Ça fait une mesure par minute tout le temps que le truc est allumé, en fait. Et on en a un, par exemple, au Pic du Midi depuis 5 ans. Le Pic du Midi, c'est notre plateforme de crash test. Si le truc tient quelques mois au Pic du Midi, on pourra le mettre partout ailleurs dans le monde et ça marchera. Et donc, on a aujourd'hui à peu près 150 Ninox qui sont un peu partout dans le monde. Et on a donc collecté comme ça des millions, en fait, de points de mesure unitaires. Puisque pendant un an, une mesure par minute toutes les nuits, ça fait vite beaucoup de mesures. Et donc ça nous permet quand même de bien comprendre l'évolution de la pollution lumineuse. Et je vous montre, pour prouver ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas dire qu'on va mesurer la pollution lumineuse. Chaque point de cette courbe bleue ici, qui est obtenue avec une nuit de mesure de Ninox, est une mesure de la pollution lumineuse sur ce site donné. Donc on se rend bien compte que si on se pointe sur le terrain avec son SQM à 22 heures ou un peu avant, ou à 2h30 du matin, on aura deux visions totalement différentes du même site, évidemment. Alors, si on décrypte un petit peu cette courbe, il faut bien comprendre déjà que la ligne pointillée verticale ici, c'est la Lune qui se couche. On est sur un petit croissant de Lune qui va petit à petit décliner et se coucher. Donc, c'est ce qui explique cette grande pente descendante ici. La chute brutale ici, c'est l'extinction des lampadaires du village d'à côté. Donc là, c'est évidemment vu de manière très flagrante. Ici, la Lune s'est couchée, donc on voit une accélération de l'obscurcissement. Et puis là, on voit qu'il y a encore une baisse de la luminosité naturelle une fois qu'il y a plus la Lune, qu'on a éteint les villages, etc. L'autre petite chute qui est ici, c'est mon collègue qui faisait les mesures, qui allait se coucher, qui a éteint la lumière de sa chambre. Donc attention, si on vous dit de prendre un inox chez vous, attention, parce que ça peut être un peu intrusif. Et surtout, ce qui nous a mis un gros coup de marteau sur la tête, vous voyez, ça date un peu, c'est 2017. La nuit de Noël, on a eu une énorme remontée comme ça. C'était pas le Père Noël qui se pointait, c'était des passages nuageux, en fait. Et là, on s'est dit... Ok, on est des astronomes, on voit le problème avec un petit bout de la lorgnette, quoi, en fait. C'est-à-dire que si on était la biodiversité, il faudrait s'intéresser aussi à ce qui se passe là. Et là, vous voyez à quel point la remontée est chaotique et elle est extrêmement violente. On a une augmentation de la brillance du ciel énorme à cause d'un passage nuageux. Donc évidemment, on ne pouvait plus passer à côté. Il fallait qu'on étudie aussi ce genre de situation si on voulait sérieusement analyser la pollution lumineuse.
Alors, on a évidemment des sites avec un peu moins de passages nuageux, où c'est d'ailleurs compliqué, parce qu'on n'a jamais de passage nuageux là-bas, donc c'est compliqué de l'analyser. Dans le désert de l'Atacama au Chili, on a quelques instruments comme ça. On a la chance, de par aussi notre passé, d'avoir un inox à la CIA, au VLT, dans différents endroits sympathiques. Et là, vous voyez, les courbes sont beaucoup moins chaotiques que celles qu'on a vues tout à l'heure. Mais vous voyez qu'il y a des espèces de vagues sur différentes courbes. Les couleurs correspondent à des différentes saisons, en fait, différentes périodes de l'année. Et en fait, les vagues qu'on voit ici, c'est tout simplement la pollution lumineuse de la Voie lactée. Donc le pire impact par rapport à la brillance du ciel au Chili, c'est la Voie lactée. Mais c'est très important parce maintenant on corrige ça en fait. Si on veut vraiment avoir accès à la lumière artificielle, il faut corriger toutes les sources de lumière naturelle. Donc la Voie lactée au Chili, évidemment, elle est énorme. Mais maintenant, on corrige même de la densité d'étoiles qu'on a dans le champ, etc. Donc ici, on a une accumulation en carte de chaleur de plusieurs mois de mesure. Vous voyez les lunaisons ici typiques. Et donc la diagonale qu'on voit ici au milieu, c'est la Voie lactée qui se décale comme ça de jour en jour. Et tout ce qui est blanc, en fait, c'est les périodes où il n'y a pas la Voie lactée, où il n'y a pas la Lune et où il n'y a pas de lumière du tout, en fait. Donc c'est évidemment un ciel de référence dans l'Atacama au Chili. Alors, j'ai pas beaucoup de temps parce que j'ai trop de choses à dire, d'aller beaucoup plus loin, si ce n'est qu'on peut faire d'autres trucs rigolos. Ça, c'est la nuit du 10 mai 2024. Ça vous parle? Aurore boréale. Donc ici, on est en Corse. Donc, vous voyez que l'aurore boréale a bien été visible même en Corse. Et ici, on a la même à Saint-Malo. Donc, il y a évidemment une différence liée à la latitude, mais c'est assez rigolo parce qu'on peut aussi utiliser l'inox pour étudier des phénomènes comme ça. On travaille d'ailleurs avec Jean Lillenstein, qui est spécialiste du domaine, pour étudier les ergots et des choses comme ça avec ce type d'instrument. Et si ça vous intéresse, je ne vais vraiment pas aller dans ce sujet-là parce que j'ai trop d'autres choses à dire et que je sens que le temps passe. Mais on a défini récemment un indicateur absolu de pollution lumineuse qui consiste en fait à intégrer idéalement 1 an de mesure. C'est-à-dire qu'on va intégrer toutes les évolutions possibles. On considère que dans une année, on va avoir toutes les conditions météo possibles d'un site, mais aussi des différences de saisonnalité. Et en faisant une analyse statistique un peu approfondie, on arrive à avoir un indicateur absolu de pollution lumineuse qui caractérise réellement un site, indépendamment des problèmes de conditions météo, etc. Donc je vous invite à noter ça si ça vous intéresse. Dans Scientific Reports, ça doit faire 2 ans maintenant qu'on a publié ça. En gros, le principe de base, c'est de dire que ce n'est pas la mesure elle-même qui va nous informer sur la pollution lumineuse intrinsèque d'un site, mais c'est de savoir combien la mesure se disperse en fonction des conditions météo. Vous êtes dans un tout petit village avec 3 pauvres points lumineux. Quand il ne fait pas beau, ça va augmenter un peu, mais pas beaucoup. Vous êtes à Paris, il ne fait pas beau, vous allez multiplier par 100 la valeur que vous avez mesurée. Donc plus ça se disperse fortement, plus c'est un signe qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse sur le site donné. Donc c'est ça la base en fait de la réflexion qui a amené à la production de cet indicateur statistique. Alors je ne voulais pas trop insister là-dessus, c'était juste pour dire que vraiment, on s'appuie sur la mesure pour calibrer les modèles qu'on peut faire après pour qu'ils soient un tant soit peu proches de la réalité de terrain. Donc, je vais parler maintenant de production de cartographie de pollution lumineuse. C'est évidemment intéressant quand on veut faire une réserve de ciel étoilé ou travailler sur l'impact, ce qu'on appelle les trames noires. J'y viendrai un petit peu après. Donc, on crée en fait des cartes de pollution lumineuse à différentes échelles et des cartes qui sont calibrées. C'est-à-dire que les couleurs qui sont représentées sur ces cartes, c'est aussi des magnitudes par arc seconde carré. Donc, c'est aussi la luminance du ciel zénithal. Donc, c'est exactement la même unité que celle que je vous ai présentée tout à l'heure qu'on mesure. C'est ça qui nous permet évidemment de confronter les deux. Alors ça, c'est fait au moyen d'un logiciel qui s'appelle Otus, sur lequel on travaille vraiment fortement depuis une dizaine d'années, mais dont la première graine a été plantée il y a presque 30 ans par Michel Bonavita-Colla, qui est vraiment un précurseur du sujet. Donc en gros, on a une moulinette qui modélise la diffusion de la lumière dans l'atmosphère, moyennant qu'on lui donne à manger un truc qui caractérise la lumière source. Donc on peut travailler avec les données satellites, avec des données d'avion ou avec des données directes de points lumineux, moyennant qu'on soit capable de caractériser le flux qui en sort. Alors je reviens sur la carte de radiance satellite que je vous ai montré tout à l'heure. Et le fait de pouvoir modéliser la diffusion de la lumière nous permet de passer d'une carte de radiance à une carte de pollution lumineuse diffuse en cœur de nuit, puisque là, c'est uniquement les données satellites, donc qui sont obtenues après 1h du matin, donc en cœur de nuit. Donc on voit bien la différence. Il faut faire attention parce que beaucoup de gens font la confusion. Par exemple, si vous allez sur le site Live Pollution Map, qui sont vraiment précurseurs dans le domaine, mais vous allez accéder directement à la page qui s'appelle World Atlas 2015. Vous allez avoir une carte qui ressemble à ça, mais de 2015. Et ensuite, vous avez toutes les autres années, si vous parcourez le menu du site, qui va vous indiquer toutes les années, mais dans toutes les années, vous allez avoir une carte de radiance.
C'est-à-dire ce travail de calcul de la diffusion de la lumière n'est proposé que pour l'année 2015. Donc ce qu'on propose ici, avec la Light Pollution Platform, c'est de faire à peu près la même chose, mais à jour, avec les dernières données disponibles. Et vous pouvez d'ailleurs accéder, moyennant d'aller créer un compte, etc., à toutes les données depuis 10 ans. C'est-à-dire que vous pourrez faire l'évolution temporelle aussi d'un territoire donné. Alors tout ça nous a permis d'aboutir il y a quelques années, ça a été en 2020-21, à l'indicateur national de pollution lumineuse qu'on a fait pour le compte de l'OFB et le ministère de la Transition énergétique en France, qui nous a demandé en fait de produire un indicateur national de pollution lumineuse pour pouvoir avoir un suivi. Donc je vous ai un petit peu fait toucher du doigt la complexité du sujet. Qu'est-ce que c'est la pollution lumineuse? Là, il nous demande un indicateur. On dit, bah super, nous on sait faire des cartes de pollution lumineuse, on a un indicateur presque tout prêt. Il nous dit, oui, mais non, l'indicateur de l'ONB, ça doit être un nombre. Donc il a fallu réduire, vulgariser en quelque sorte la complexité du sujet à un nombre. Donc on a un peu travaillé sur cette carte qu'on a discrétisée en plusieurs classes et on a fait des seuils en fait pour dire, bah, il y a certaines classes qu'on considère comme étant très fortement impactées par la pollution lumineuse, d'autres impactées par la pollution lumineuse et certaines, au-delà d'un certain seuil, qu'on va dire relativement préservées. Et donc cet indicateur a été fait en 2020. Et en 2020, donc, on avait 85% du territoire national métropolitain impacté ou fortement impacté par la pollution lumineuse. Donc on n'avait que 15% du territoire national français relativement préservé de la pollution lumineuse. Alors j'insiste, attention, que aujourd'hui je suis assez gêné par ce truc-là. J'en étais très fier au début, hein, ça fait un beau poster, etc. Mais j'étais un peu gêné parce qu'on appelle ça indicateur national de pollution lumineuse. Et vous avez bien compris qu'en fait on ne peut pas dire ça. Il faudrait dire c'est un indicateur national de pollution lumineuse en cœur de nuit par condition de ciel clair. C'est un peu plus compliqué pour les titres de journaux, donc c'est un peu réducteur. Mais c'est vraiment assez fondamental parce qu'on n'a pas là un indicateur d'évolution de la pollution lumineuse pour la biodiversité, par exemple. Ça marche plutôt pas mal pour l'astronome, à la limite, mais c'est un peu réducteur. Je vais y venir un peu plus. Alors, on est quand même très fiers de ça, puisqu'on peut faire, vous voyez ici, une évolution. Vous voyez l'Occitanie ici, alors avec la réserve internationale de Pic du Midi ici et la réserve internationale des Cévennes. On peut aussi mentionner le Lot et le Quercy ici, qui est précurseur. Et vous voyez, comme on a des données sur 10 ans, ben on peut faire l'évolution en fait, de la pollution lumineuse. Et regardez, tac, vous avez vu le 2022-2023. C'est le fameux moins 25% à l'échelle nationale, mais en Occitanie, c'est encore beaucoup plus, hein, en particulier par le gros pâté ici des Cévennes. Donc je la laisse une deuxième fois parce que c'est quand même sympathique à voir. Hein. On ne va pas quand même totalement bouder tout ça. Mais vous voyez, 2022 et là, 2023. Donc on se rend bien compte de l'impact de l'extinction de l'éclairage en cœur de nuit, encore une fois, parce que dans la même période, on a continué à planter des lampadaires. Hein. Je peux vous dire que moi, je travaille beaucoup avec l'industrie aussi de l'éclairage, parce qu'il faut aussi travailler à la source. Des lampadaires, ils en fabriquent et ils en vendent. Hein. Alors, ils en mettent beaucoup en Afrique et dans d'autres pays, mais ils en installent pas mal en France. Donc là, je suis en train de vous montrer un truc. On a l'impression, effectivement, que ça évolue dans le bon sens, ce qui est vrai en cœur de nuit. Mais dans le même temps, on continue à augmenter la pollution lumineuse. Puisque à chaque fois qu'on plante un point lumineux artificiel à l'extérieur, on crée de la pollution lumineuse. Donc on a beaucoup de débats avec des industriels qui disent oui, mais maintenant on sait faire des lampadaires qui préservent la biodiversité. Non, ça n'existe pas. Au mieux, on crée des lampadaires qui embêtent moins la biodiversité qu'avant. Mais un lampadaire qui préserve la biodiversité, ça n'existe pas. La biodiversité et l'être humain a besoin d'obscurité totale la nuit pour bien dormir. Alors j'avais promis un scoop, excusez-moi avec les gifs animés un peu enfantins, mais c'est exprès pour marquer un peu les esprits. On est champion du monde, ok, super, cocorico. Évolution de l'indicateur national sur 10 ans. Ça, c'est un scoop. C'est pas publié encore. Je ne devrais même pas vous le montrer parce qu'on est en train de le faire pour l'OFB. On ne les a pas encore livrés. Vous ne leur direz pas. Ici, on était en 2020, 15% relativement préservé. En 2023, on est à 28%. Alors, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais Emmanuel Macron a annoncé le projet France 2030. Ils ont plein d'indicateurs de la biodiversité, ils sont tous plus compliqués que les uns que les autres, mais il y en a un qui marche plutôt bien, c'est l'indicateur de pollution lumineuse. Donc il a dit, on a un objectif, c'est de baisser la pollution lumineuse de 50% d'ici 2030. Ça veut dire quoi? Baisser la pollution lumineuse. Malheureusement, ça veut dire ça pour eux. On a un indicateur, il marche bien, c'est facile, ça coûte pas cher, tac, tac, ça marche. Déjà, on est passé de 9% en 2014 à 28% de ciel relativement préservé en 2023. En 2030, on peut très bien arriver aux 50%. Hein. Il n'y aura pas trop de difficultés. Mais le problème, c'est qu'on va peut-être applaudir très fort en disant cocorico. Je m'excuse encore de ça, c'est un peu trivial, mais j'ai plutôt envie de vous dire cocorico, réveillons-nous pour avoir
le vrai sujet en tête. Le vrai sujet, c'est pas une évolution d'un indicateur d'extinction de l'éclairage en cœur de nuit, ça c'est très bien. Encore faut-il que les gens rallument pas une fois qu'ils dépensent plus rien parce qu'ils ont mis des LED. Mais il faut se poser les vraies questions. Et les vraies questions, c'est donc quel est l'impact de la pollution lumineuse sur l'environnement? Et vous conviendrez que l'impact de la lumière, on l'étudie quand la lumière est allumée, pas quand elle est éteinte. Encore une fois, je me répète un peu, mais c'est un discours qui est assez compliqué à faire passer, en fait, parce que c'est facile, on est content, mais voilà. Donc l'extinction, encore une fois, j'ai été un grand militant de l'extinction. Maintenant, il faut vraiment aller au-delà. On n'est qu'au début du boulot. Alors, on va quand même se faire un petit plaisir depuis le pic du Midi avec ce time-lapse où on voit un petit peu ici voilà, vous voyez la vallée, là, il y a quand même pas mal d'extinctions avec différentes plages, voilà. Donc, on voit qu'il y en a encore beaucoup, de la lumière. On voit encore Toulouse là-bas au fond, il y a encore beaucoup de trucs qui bougent en bas et en l'air aussi, mais c'est un autre débat. Mais vous voyez quand même qu'il y a effectivement pas mal de communes qu'on voit éteindre la nuit, donc c'est déjà sympa, mais c'est pas tout. Alors, pour bien enfoncer le clou, voilà donc la carte de pollution lumineuse en 2023, obtenue avec les données satellites, donc c'est le plus précis qu'on sait faire aujourd'hui, mais donc en cœur de nuit. Regardez par exemple le Morvan, je ne sais pas pourquoi je parle beaucoup du Morvan, mais bon, c'est un endroit emblématique que beaucoup de Parisiens astronomes connaissent. Ça, c'est le cœur de nuit. Donc quand on fait tout un travail dont je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les détails, mais je répondrai volontiers si vous voulez, on est capable aujourd'hui d'extrapoler cette carte à l'extrémité de nuit. C'est-à-dire qu'est-ce que donne la France quand tout le monde n'a pas encore éteint? Donc vous voyez que si vous êtes un chevreuil, vous voyez plutôt cette France-là, quoi. Pas forcément celle-là. Donc ça, c'est le véritable enjeu, c'est que c'est très bien d'éteindre la lumière la nuit, mais encore une fois, il faut surtout s'intéresser à rénover les lampadaires qui restent éclairés quand la biodiversité est la plus active. Voilà, donc ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir, c'est ça. Alors le sujet aujourd'hui, c'est ce qu'on regroupe sous le terme de trame noire. Je ne sais pas si vous êtes bien familier de ça, mais en fait, vous devez être familier sans le savoir, puisque vous avez tous pris l'autoroute et vous avez tous vu ces machins-là, en fait, qui sont des ponts, qui sont des passages à faune. Donc, on a bien compris ce que c'était qu'une rupture, une fragmentation d'habitat. Quand on a une grande forêt avec une population de chevreuils, par exemple, je prends des exemples assez triviaux, mais je vous laisse. Ça marche pour toutes les espèces, évidemment. Une belle forêt avec une belle population de chevreuils, on décide que pour l'usage humain, on va faire une grosse tranchée là-dedans pour faire une autoroute. Il peut arriver assez régulièrement qu'on réduise l'habitat, puisqu'on le coupe en deux, et que chaque morceau d'habitat ne soit pas suffisant pour assurer la survie de l'espèce. Parce qu'il n'y a plus assez à manger, parce qu'il y a de la consanguinité, parce qu'il n'y a plus assez d'individus, il y a tout un tas de raisons, mais on fragmente l'habitat et on peut arriver à la disparition d'espèces comme ça. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va construire un pont et les chevreuils, ils vont passer. Nickel. Voilà. Pareil avec les saumons, par exemple, qui effrayent et qui sont gênés par les barrages. Sauf que ce qu'on n'a pas compris ou ce qu'on a un peu oublié, parce que souvent on a une vision diurne des choses, c'est que le chevreuil, lui, quand il passe, c'est le début de la nuit, il fait nuit. Et peut-être qu'il ne va pas passer parce qu'il est gêné par les phares des voitures, mais il y a aussi le bruit des voitures, et il y a aussi l'odeur. Donc là, je fais le lien avec le travail de Romain Sordello du Muséum d'Histoire naturelle, qui vient de soutenir une thèse justement sur les multifacteurs, en fait, bruit, odeur, son, qui souvent sont liés. Mais n'empêche que pour rester sur la lumière, déjà, si on met des pare-lumière, par exemple, pour éviter qu'il y ait de la lumière sur le pont, déjà, on va peut-être rendre un peu plus opérationnel ces tentatives de restauration de corridors écologiques, déjà en prenant en compte que la lumière peut être un facteur de pression, justement, qui empêche. Donc c'est un peu ça la trame noire, pour le dire de manière simplifiée. Donc on a différentes sous-trames, on s'intéresse au milieu boisé, milieu ouvert, milieu humide, milieu aquatique et les littoraux. Et donc on rajoute en fait l'impact de la pression de la lumière sur toutes les autres pressions exercées par l'être humain sur l'environnement, en fait. Alors, ce qui est assez intéressant avec ce sujet, c'est que c'est vraiment un sujet multi-acteurs, puisque pour réaliser une trame noire qui soit vraiment opérationnelle, on va avoir besoin d'une première analyse que je qualifie de théorique ou scientifique, on va dire, où on fait une analyse, un diagnostic global, en fait, pollution lumineuse et enjeux écologiques, avec différentes approches possibles. Mais on ne pourra jamais rien faire si on n'a pas aussi une approche humaine, sociologique et technique. Et donc, on a une deuxième phase que j'appellerais une trame noire opérationnelle, sociologique et technique. C'est-à-dire que l'éclairage, il est quand même là pour l'usage des humains.
Certains pensent que c'est utile, certains pensent que c'est de la sécurité, d'autres se sentent en insécurité quand il y a moins de lumière. Mais c'est au moins aussi important qu'il y ait un vrai problème de sécurité. Si on se sent en insécurité en rentrant chez soi, c'est un problème. Donc tout ça est à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte la faisabilité technique, tout simplement. Hein. Par exemple, on nous dit souvent, vous avez qu'à éteindre un lampadaire sur 2. Non, on ne peut pas faire ça parce qu'ils sont tous sur le même réseau. Donc techniquement, ce n'est pas faisable. Vous voyez. Donc c'est vraiment l'ensemble de toutes ces approches-là et qui est vraiment une approche multi-acteurs avec plein de métiers différents. Moi, j'en représente un, par exemple, où on est vraiment spécialisé sur le premier aspect pollution lumineuse. Mais ensuite, il y a les écologues, ensuite, il y a les éclairagistes, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les concepteurs lumière qui analysent vraiment les usages d'une ville pour dire à tel endroit, on peut faire ci, on peut faire ça. Il y a des sociologues, etc. Et le but du jeu, c'est d'aboutir, moyennant concertation territoriale, justement, parce qu'on ne fait pas ça, c'est un service public, donc on ne fait pas ça brutalement sans informer la population ou sans concerter. D'ailleurs, la plupart des communes qui rallument aujourd'hui, c'est des gens qui ont éteint trop brutalement avant. Et tout ça pour arriver à un plan d'action, pour améliorer les choses, et pas seulement éteindre, comme je l'ai bien insisté déjà, mais surtout rénover l'éclairage. Et dans le meilleur des mondes, ce qui est assez rare, on va faire du contrôle, de l'évaluation et du suivi pour voir si tout ça fonctionne et si effectivement on récupère un peu de biodiversité ou qu'on régénère un peu tout ça. Alors pour illustrer un petit peu notre part à nous dans tout ça, on peut créer, alors il y a plein d'autres manières de faire, mais on peut créer des cartes de pollution lumineuse. On voit très bien ici, dans un petit village de Bourgogne, qu'il est un peu au milieu d'un truc où à gauche et à droite, est-ouest, on a beaucoup de pollution lumineuse et nord-sud, on a ce qu'on pourrait appeler des poches d'obscurité naturelle. Et là, on comprend bien l'aspect fragmentant en fait de la pression de la lumière de ce petit village qui s'appelle Servières. Donc, on peut être assez tentant, et c'est la magie de la modélisation numérique, de se mettre à la place du maire et de dire tiens, je vais éteindre l'éclairage de ma commune. Voilà, c'est de la modélisation, c'est facile. Et donc, on restaure immédiatement un corridor écologique nocturne. Donc ça, c'est la première étape du travail de trame noire. Après, il y a d'autres choses à étudier, évidemment, mais c'est pour illustrer un peu l'usage qu'on peut faire de nos cartes de pollution lumineuse. Alors, on peut faire autre chose, c'est qu'on peut, excusez-moi, je voulais revenir après là-dessus, c'est pas grave, j'y suis là. On peut détecter d'autres choses. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on sait détecter les zones où il y a de l'extinction de l'éclairage. En fait, c'est très facile sur le principe. En analysant tout un tas de données, aujourd'hui, c'est assez magique parce qu'il y a énormément de données disponibles, du cadastre, toutes les données IGN, d'occupation des sols, de démographie, etc. En gros, on sait où les gens vivent. Et en France, comme dans beaucoup de pays dans le monde, là où il y a des gens qui vivent, il y a des lampadaires. Il y a d'autant plus de lampadaires qu'il y a de gens qui vivent, mais il y a aussi d'autant plus de lampadaires qu'il y a de densité de voirie, puisqu'en général, les lampadaires, ils sont plantés dans les rues et pas au milieu des champs. Donc, plus il y a de voies denses, plus il va y avoir de lampadaires. Donc, tout ça, ce sont un certain nombre d'hypothèses qui nous permettent d'estimer, en fait, le niveau d'éclairement qu'on est censé capter sur un village selon sa topographie. Si le satellite ne voit rien sur ce village en question, c'est que le village est éteint, tout simplement. Ouais, c'est assez basique. Alors après, il y a des cas particuliers, il y a des extinctions partielles. Il y a un cas particulier qui est la Bretagne. En Bretagne, il y a beaucoup de hameaux où il n'y a pas de points lumineux du tout. Donc si on fait une hypothèse un peu de base, on va avoir tendance à rallumer des trucs qui n'ont pas lieu d'être puisqu'il n'y a même pas de lampadaire à rallumer. Donc après, il y a une étude beaucoup plus fine à faire. Aussi, c'est très culturel tout ça. Mais donc d'un côté, on peut regarder où est-ce qu'il y a des gens qui vivent, où est-ce qu'il n'y a pas de lumière. Donc on sait que c'est éteint. On sait les points lumineux qu'il y a là-dedans, on sait les rallumer. C'est comme ça que je vous ai fait tout à l'heure ma carte d'extrémité de nuit. Mais on peut faire le contraire. C'est intéressant aussi. On peut voir des endroits où il y a beaucoup de radiance lumineuse, ici, là-haut. Et en regardant de plus près, on voit qu'il n'y a personne qui vit là. Donc ça, c'est le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un gros contributeur privé. Donc on va avoir un entrepôt Amazon, une industrie, un centre commercial, etc. Donc là, il se trouve qu'en Bretagne, peut-être que vous le saviez déjà, mais la Bretagne est quand même le premier producteur de tomates bio en France. Voilà, avant, c'était par chez nous, dans le Lot-et-Garonne, tout ça. Et donc le gros machin que vous voyez là-haut, là, c'est une serre à tomates à haute qualité environnementale qui produit des plants bio dont on retrouve les tomates sur les marchés de Hong Kong et qu'on peut appeler des aurores boréales. Alors, on rigole comme ça, mais il y a des gens qui ont cru que c'était des aurores boréales. Il y a eu des articles dans la presse en disant « Ouais, moi aussi, j'ai vu l'aurore boréale, super, le ciel était tout rose et tout. » Et non, c'était la serre à tomates d'à côté, quoi. Voilà. Et donc ça, c'est quand même assez horrible. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais en France, quand on s'intéresse un peu, qu'on élargit le scope, en Russie, par exemple, c'est horrible. Autour de Moscou, il y a des serres comme ça, mais des hectares entiers. Et tout ça est éclairé, chauffé. Enfin, je vous laisse imaginer la suite.
Alors avec les cartes de pollution lumineuse, on peut faire aussi, je vous ai montré tout à l'heure, on a tendance à éteindre un village, on se dit tiens, qu'est-ce que ça donne si on éteint ce village? Alors après, il y a tout un tas de cas intermédiaires, on peut faire plein de scénarios, on peut éteindre qu'une rue, on peut éteindre un quartier, on peut diminuer l'intensité lumineuse ou autre, mais on peut aussi faire le contraire là, c'est-à-dire qu'on peut faire des scénarios d'études d'impact. Donc on travaille aussi comme ça pour quelques industries qui veulent construire, je sais pas, on a eu à faire un travail d'impact de la construction d'un centre pénitentiaire à côté de Saint-Laurent-du-Maroni, au milieu de la forêt guyanaise. Bon ben là, je vous laisse imaginer de construire une prison au milieu de la forêt. Bon, l'impact, il est assez visible. Et ici, c'est un des derniers cas en date. On est dans l'Atacama au Chili, donc on est quand même avec des astronomes ici, donc j'ai pas pu m'en empêcher. Entre Calama et Antofagasta, où il y a une autoroute. Eh ben, il y a un super projet actuel qui est d'éclairer l'autoroute entre Antofagasta et Calama. C'est pas un projet puisqu'il est voté et il est en train d'être installé pour la sécurité des usagers. Et on vous vend un truc où on va sécuriser les piétons parce qu'il y a beaucoup de piétons qui suivent l'autoroute au milieu de l'Atacama. Il y a beaucoup d'accidents de voitures aussi, mais bon, à mon avis, il y a d'autres raisons pour des accidents de voiture que la lumière. Mais n'empêche que l'impact, ça va être ça. Puisqu'il y a 2200 points lumineux qui vont être installés pour éclairer 120 km d'autoroute au plein milieu du désert d'Atacama au Chili. Mais bon, c'est des lampadaires solaires, donc c'est propre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc tout ça est la notion d'effet rebond, on pourrait en parler avec les LED tout court, mais aujourd'hui on a aussi les lampadaires solaires qui sont super parce qu'on peut installer. Aujourd'hui vous avez par exemple un abri bus où des enfants vont prendre le bus. C'est un exemple très concret puisque je vous parle de mes filles là. Mes filles qui prennent le bus pour aller au lycée, le long d'une route sans trottoir, sans éclairage public. Et en hiver, c'est extrêmement dangereux pour peu qu'il y ait du brouillard, en plus que les automobilistes qui regardent leur téléphone, etc. Moi, j'étais comme ça tous les matins. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait très bien imaginer de mettre 2-3 lampadaires solaires. C'est très intéressant parce qu'il n'y a pas besoin de tirer un réseau. Ce qui est compliqué, ce qui coûte cher dans les travaux, c'est de tirer un réseau. Faire des tranchées, mais là, vous mettez 2-3 lampadaires solaires qui s'allument 1 heure par jour au moment où on en a besoin. Et ça rend un vrai service pour le coup, c'est un vrai usage. Mais le problème du solaire, c'est comme c'est facile, on en installe des centaines de milliers à des endroits où il n'y a pas de réseau. Alors je ne dis pas que c'est pas bien d'équiper les villages africains, par exemple, d'éclairage solaire, mais en général, souvent, on va laisser les éclairages toute la nuit, il va y avoir des éclairages très blancs, etc. Il faut toujours garder à l'esprit qu'un point lumineux artificiel à l'extérieur, c'est jamais naturel, c'est artificiel. Voilà. Donc le progrès, c'est bien pour tout le monde, mais est-ce que c'est un progrès que d'éclairer 120 km d'autoroute au Chili? On peut se poser la question. Allez, j'ai presque fini, je vous rassure. Pour une fois, je vais être même à l'heure. Peut-être même qu'il y aura des questions. Il y a un grand sujet. Là, pour l'instant, je vous ai parlé d'éclairage en général, tel qu'on le voit de l'espace, où on peut voir les industries, on peut voir les serres à tomates. On travaille beaucoup sur l'éclairage public, puisqu'en général, la plupart de nos clients sont des collectivités. Donc beaucoup des parcs naturels, beaucoup des communes, beaucoup des régions, départements, voire la France entière. Mais il y a un vrai sujet qui est pour l'instant totalement sous les radars, c'est la publicité lumineuse. C'est pas trop pris en compte dans la loi sur la publicité, qui date des années 1970, où on commençait à peine peut-être à avoir des rétroéclairages néons. Et c'est pas non plus dans la loi sur la réduction des nuisances lumineuses de l'arrêté qui a été publié en 2018. Et donc, on a ce genre de machins qui fleurissent. Alors, ce cas-là, il est quand même assez cocasse. Donc, on est à Lyon, ici, dans le centre-ville de Lyon, où les panneaux publicitaires à LED lumineux sont interdits dans l'espace public. On n'a pas le droit de planter un panneau éclairé à LED sur un trottoir de cette zone de Lyon. Mais évidemment, il y en a qui trouvent la parade, puisqu'ils installent ce genre de truc derrière la vitrine. Donc, c'est dans un espace privé. Mais le service ou la nuisance, elle est toute dans l'espace extérieur, puisque le machin, il est collé contre la vitrine, donc toute la lumière, elle sort à l'extérieur. Alors moi, on m'a toujours dit, quand j'étais jeune, si je faisais un peu trop la fête à la maison le week-end et qu'il y avait un peu trop de musique trop fort après 22 heures, je pouvais avoir toc, 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 la visite de la gendarmerie pour tapage nocturne. La musique, elle est chez moi, je fais la fête avec mes copains chez moi, mais j'envoie de la nuisance à l'extérieur, dans l'espace public ou chez mes voisins. Bon, ça, c'est compris dans la loi. Et les gendarmes peuvent venir et m'engueuler parce que j'embête mes voisins avec un truc immatériel. Le son, c'est une onde qui va à l'extérieur. Là, c'est quoi la différence? C'est une onde visible au lieu d'être sonore. C'est exactement la même chose. Mais j'ai pas tout à fait fini ma démonstration, puisqu'il vous a pas échappé que c'est une pharmacie. Qu'on a là un panneau qui fait à peu près 6 mètres carrés. On a fait exprès de laisser une silhouette devant pour vous rendre compte un peu de la taille du machin.
Donc on a 6 mètres carrés de LED qui envoie de la lumière à l'extérieur. Le pharmacien, on pourrait s'imaginer qu'il est un tout petit peu intéressé à la question de santé publique, quoi. Et évidemment, comme c'est un panneau lumineux, ça rapporte bien, puisque les panneaux lumineux, les pubs, elles changent. On peut en mettre plein autant qu'on veut. Et donc voilà la suite. Cette pharmacie vous demande si vous êtes prêt à passer une bonne nuit. J'ai pas eu le temps de trop vous en parler, mais il y a une vraie problématique, c'est la composante bleue dans les nouveaux éclairages de type LED, qui émet beaucoup de lumière bleue. Et en gros, pour le dire vraiment très très vite, quand nous on voit du bleu, même s'il est mélangé dans d'autres couleurs, notre cerveau interprète qu'il voit du bleu. Et qu'est-ce qu'il pense notre cerveau quand il voit du bleu? Le ciel est bleu, il fait jour, j'ai pas sommeil, je sécrète pas la mélatonine et donc je vais pas m'endormir. Et donc cette pharmacie, non seulement elle a 6 mètres carrés de panneaux lumineux éclairés, bleus, et elle vous demande si vous êtes prêt à passer une Nova Nuit. Nova Nuit étant quand même le nom d'un médicament qui va vous aider à dormir. Alors là, on me dit, ouais, mais celui-là, c'est pas de la mélatonine. Oui, mais vous inquiétez pas, on se rattrape, puisqu'il y a un autre médicament qui est à la mélatonine. Puisque la pharmacie elle-même vous aura empêché de sécréter naturellement votre mélatonine, elle va pouvoir vous la vendre derrière. Et tout ça, c'est open bar. Voilà. Merci de votre attention. Voilà une petite diapo qui résume un petit peu tout ça. Et puis, exceptionnellement, il y a même le temps pour quelques questions, si vous en avez, une petite dizaine de minutes. Merci à vous. Guillaume. Oui, quelques mots, ça va être dur. Pour l'instant, je vais me faire taper en sortant d'ici, mais je ne considère pas au sens propre que ce soit de la pollution lumineuse au sens où moi je l'étudie. C'est-à-dire moi j'étudie la pollution lumineuse pour son impact vraiment sur le vivant sur Terre. Et pour l'instant, on n'a pas encore des grandes pubs Coca-Cola qu'on voit toute la nuit, qui nous éclairent la nuit. C'est-à-dire c'est une véritable pollution, et si je devais vraiment dire ce que je pense de ça, ce serait un peu violent, donc je le dirais dehors, mais c'est une pollution de beaucoup d'autres types que de la pollution lumineuse au sens où moi je l'entends dans ce type d'analyse. Après, c'est une vraie pollution lumineuse pour les astronomes, puisqu'on ne peut plus faire une pause de 2 minutes quelque part sans voir des traînées. C'est une pollution atmosphérique parmi les pires de ce qui se fait, on n'en parle pas du tout, mais les Starlink, ils ont une durée de vie qui est très faible, donc ils tombent régulièrement et ils se décomposent en balançant tout et n'importe quoi dans l'atmosphère. C'est une pollution sociale, économique, enfin bon bref, ce mec est une pollution à lui tout seul. Je voulais l'envoyer sur Mars, mais on va polluer Mars, ce serait dommage. Mais non, ce qui se passe, c'est très très grave, mais c'est encore plus grave pour la mainmise sur l'orbite basse spatiale, pour les télécommunications d'avenir, etc. Mais en réalité, en termes de pollution lumineuse en tant que telle, c'est pas mesurable, monsieur. Oui. Alors c'est plus qu'envisageable, mais en fait, ça peut être super aussi, mais c'est un peu comme le solaire, si vous voulez, et comme la LED. C'est-à-dire que c'est des super technologies. Aujourd'hui, on a plein d'options pour faire plein de trucs, mais on réfléchit pas assez à ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits où c'est génial. Je sais pas, moi, un porche d'immeuble, par exemple, où il n'y a jamais personne qui passe, sauf une fois de temps en temps, ben, quand vous rentrez chez vous, ça s'allume le temps que vous rentriez chez vous, c'est très bien. Après, on a souvent ce qu'on appelle l'effet rebond, en fait. C'est-à-dire qu'une technologie est super, on va la mettre partout. Mais en fait, dans plein de rues, on met ça pour essayer de rassurer les gens, pour dire que justement on fait un truc un peu moderne et tout. Mais en fait, ça sert à rien. On peut très bien juste diminuer la luminosité. Et puis souvent, en plus, quand on a des systèmes à détection, quand ça allume, ça allume beaucoup trop. Faut juste vraiment étudier le vrai besoin de la lumière. C'est-à-dire qu'en général, quand on a une rue éclairée, et moi je fais souvent des déambulations nocturnes avec des élus. Moi, je me souviens très bien une élue un peu âgée, voilà, du côté de Nancy, une fois, on faisait une déambulation nocturne. On les prépare un petit peu quand même, mais on se pointe dans une rue d'une petite commune rurale assez peu éclairée, avec des vieux tromblons qui éclairent plus rien. On vient avec un instrument de mesure, je me souviens très bien, c'était 4 lux. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, 0,5 lux, c'est la Lune. La norme européenne, on va dire, c'est à peu près 10 lux pour une route normale. Et là, on était à 4 lux. Et puis, on discutait entre nous. On prend le temps quand même 2-3 minutes, comme ça, les yeux se dilatent. On a quand même des yeux qui sont super bien fichus, quoi. Hein. On s'habitue. Et donc, l'élu en question, bah, super, 4 lux. Alors, on est bien là. Oui, on est super, on discute. Tout le monde était content. C'est très bien comme ça. Et ensuite, on va devant l'immeuble de l'élu en question. Et on va devant chez elle. Et là, en mesure, on est à 40 lux. 10 fois plus qu'avant.
Et bien là, il dit effectivement. Donc vous voyez, on peut juste baisser la lumière. Aujourd'hui, vous mettez des lampadaires LED, par exemple. Il y a un truc qui est génial avec la LED, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle de la gradation. C'est-à-dire qu'on peut aller de quasiment 100% à 0% de niveau d'éclairement. Mais je peux vous garantir que vous mettez 10% par exemple, dans 90% des cas, ça suffirait. Avec 10% de la puissance, vous sortez votre chien sans problème pour aller vous balader la nuit, par exemple. Vous voyez, ça suffirait. Mais pourquoi rallumer plein pot quand il y a quelqu'un qui passe dessous, en fait? En général, ça ne sert à rien. Donc c'est une super solution dans certains cas, mais à utiliser. Et puis en plus, ça coûte un peu cher quand même comme système par rapport à un système très simple qui va juste se diminuer, quoi. C'est un souci assez généralisé. En fait, l'effet rebond, hein, c'est vraiment un truc qu'on retrouve partout. Si on invente, ça a été le cas avec la lumière d'ailleurs, hein. On a inventé de la lumière. Ah, tiens, c'est chouette, ça coûte pas cher. Bah, tiens, on va en mettre partout. Pourquoi faire? On ne sait pas. Mais 50 ans après, on commence à se poser la question, en fait, est-ce que c'était utile? Où est-ce que c'est utile? Et le vrai truc important, c'est de se poser les bonnes questions, en fait. Oui, absolument. J'ai pas d'exemple, je vais pas vous montrer un exemple tout de suite, mais euh, quand on mesure la radiance, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est la source de nos modèles, c'est quand vous avez des sources type boule qui éclairent plus vers le haut que vers le bas, on le voit tout de suite en fait sur les images, parce que le gros du flux lumineux il part vers le haut, les autres ils éclairent vers le bas, donc ce qu'on voit c'est la réflexion au sol, qui dépend du sol d'ailleurs, mais on a énormément de diminution déjà. Alors aujourd'hui, éclairer du haut vers le bas, je le dis parce que ça paraît trivial, mais c'est assez fondamental. C'est inscrit dans la loi française depuis 2018. C'est-à-dire depuis 2018, que vous soyez un particulier, un industriel ou un éclairagiste d'éclairage public, vous installez un point lumineux d'éclairage extérieur, obligatoirement, 100% du flux lumineux émis doit être émis vers le bas. Ça paraît idiot de dire ça, c'est une évidence absolue. Mais il y a 70 ans, on a payé très cher un ingénieur qui a inventé le lampadaire boule, qui éclaire partout, sauf là où on en a besoin quand même. Et c'était la majorité des lampadaires en France, les lampadaires boules. Aujourd'hui, dans la loi, on dit un éclairage éclaire vers le bas. C'est quand même pas mal finalement que ce soit inscrit dans la loi, même si ça paraît assez idiot. Absolument. Et ça peut être plus qu'avant, comme je vous disais, puisque aujourd'hui, avec la technologie LED, en gros, on divise par 3, 4 ou 5 la puissance consommée pour le même niveau d'éclairement. En plus, on dirige tout au même endroit. Donc, en général, les niveaux d'éclairement sous un lampadaire LED, ils sont plus forts qu'avant. C'est pour ça que j'ai bien insisté pour vous dire, même si on est champion du monde de l'indicateur national qui est très réducteur parce que c'est que, hein, en fait, la pollution lumineuse augmente en France comme ailleurs. Peut-être moins qu'ailleurs parce qu'on a un peu de législation, etc. Mais la pollution lumineuse continue d'augmenter. Alors, c'est pour ça qu'on fait les deux. J'ai pas eu le temps de tout vous expliquer, mais si vous voulez, je repars pour 1 heure pour vous expliquer l'autre aspect des choses. C'est que là, je vous ai expliqué comment on a travaillé. L'idée, c'était l'idée de la conférence, c'était est-ce que la France est leader mondial de la pollution lumineuse. Donc là, on a un indicateur qui va être très fortement récupéré par le politique, etc. Vous penserez à moi dans quelques temps quand vous verrez sortir les articles, etc. On va dire champion du monde, regardez, on est les meilleurs et tout, et vous penserez qu'en fait, oui, mais non. Voilà, c'est qu'il y a d'autres enjeux, d'autres impacts, et que maintenant on étudie en regardant la pollution lumineuse directe. C'est-à-dire que maintenant on se met plutôt au niveau. Alors, ce que vous dites n'est pas totalement vrai quand même, parce que quand on mesure la pollution lumineuse, on mesure toute la lumière qui se diffuse. C'est-à-dire que la lumière qui se réfléchit au sol se diffuse aussi. Mais je mesure la pollution lumineuse diffuse. Là, je vous ai montré d'ailleurs que, alors cœur de nuit et extrémité de nuit, mais je ne vous ai pas montré, on fait la même chose avec des nuages, par exemple. Mais maintenant, on étudie aussi de plus en plus. Quand on travaille vraiment sur un projet pour la biodiversité, pour les trames noires, quand on peut, systématiquement, on travaille aussi sur la pollution lumineuse directe. C'est-à-dire qu'on se met au niveau, d'ailleurs à plusieurs niveaux, parce que quand qu'on soit un crapaud ou un oiseau, bah, c'est pas pareil. Une mésange dans son nid, elle va être plutôt à 4 mètres. Une chauve-souris, un oiseau migrateur, etc. Donc on regarde à plusieurs. Voilà. Mais on le prend en compte de plus en plus. Alors, on a très peu de statistiques, tout simplement parce que volontairement, elles ne sont pas publiées. Mais on a énormément de retours d'expérience qui permettent de dire que lumière n'est pas égale à sécurité. Et c'est plutôt le contraire. Alors, il y a un vrai problème, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que l'humain a peur du noir. Voilà, ça a toujours été.
Donc en 2024, l'humain a encore peur du noir, voire peut-être pire qu'avant. Et donc on a un vrai problème sérieux de sentiment d'insécurité. Et il y a une nécessité de modifier les usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez promener votre chien à 1h du matin, c'est pas interdit d'avoir une lampe de poche. Voilà. Mais c'est une question d'usage. Donc il y a beaucoup de gens qui ont peur en rentrant chez eux si la lumière est trop basse ou si c'est éteint, ça se comprend. Et il faut le prendre en compte. Voilà. Au moins autant que si c'était un vrai problème de sécurité. Alors après, il faut vraiment regarder, on ne peut pas généraliser. Globalement, on sait que si on éteint, on a moins de problèmes d'insécurité. Mais vous parlez de délinquance, par exemple. La délinquance des rues, point de deal ou je sais pas quoi, vous éteignez un endroit, il va se déplacer à côté. C'est-à-dire que la délinquance, elle sera toujours là, mais elle sera plus là où il y a de la lumière. Alors, on n'a pas fait le test de tout éteindre partout, est-ce que ça disparaît ou pas, j'ai des doutes. N'empêche que si on éteint la lumière, on va enlever le problème. Souvent, on va le déplacer. Si vous éteignez une route à grande voie de circulation, vous aurez moins d'accidents, moins dangereux. Parce que les gens sont plus concentrés sur la route. Tout ce qui est autoroute, périphérique, il vaut mieux les éteindre que les allumer. Une zone résidentielle, et tout ce que je vous dis là, c'est étayé par pas mal de témoignages, des dizaines de témoignages. J'interviens souvent en réunion publique avec un gendarme, en képi, etc. Ils n'osent jamais l'écrire, mais ils le disent à l'oral, qu'en général, quand il y a une extinction de l'éclairage public, il y a une baisse de la délinquance, et eux, ils préfèrent, parce que c'est quand même vachement plus facile de voir des gars en train de faire des trucs avec leur lampe de poche dans la nuit que quand tout est éclairé. Mais on ne peut pas généraliser. Par exemple, dans les zones d'activité, donc il faut vraiment faire la distinction, une zone résidentielle où les gens dorment, où personne ne bouge, et où les cambrioleurs, en général, qui ne sont pas totalement idiots, vont plutôt venir le jour quand ils y voient et quand les gens ne sont pas là, que la nuit quand ils y voient rien. Voilà. Donc plus de 90% des cambriolages résidentiels ont lieu le jour et en plein milieu de journée. Par contre, dans une zone d'activité, c'est l'inverse. Si vous avez un entrepôt où il n'y a personne autour, où il y a plein de trucs à voler, bah, c'est plus facile de venir la nuit. Donc là, on peut imaginer que l'éclairage peut servir à quelque chose. Mais là, par exemple, un détecteur de mouvement est une super idée. Est-ce que vous pensez que c'est très utile d'éclairer un parking de camions avec des dizaines ou des centaines de camions logistiques, avec des milliers de watts, avec des gros spots de terrain de foot? Dire, si je veux aller siphonner un camion parce qu'il y a une crise de l'énergie et que le gasoil coûte cher, bah, c'est quand même plus facile si c'est éclairé que si tout était éteint et que dès qu'il y a une intrusion, paf, on allume. Parce que là, le gars qui arrive de nuit et qui se prend tous les spots dans la tronche, ben, je peux vous dire qu'il s'en va. Et puis, on est des astronomes ici, donc on est quand même assez bien placé pour savoir que des caméras qui savent faire des images quand on n'a pas de lumière, ça existe. Pour faire des galaxies lointaines, on a des caméras ultra sensibles. On peut avoir des caméras infrarouges, on peut avoir toutes ces choses-là. Mais en général, les choses sont juste idiotes. Je vous donne un exemple très simple. On dit oui, moi je ne peux pas éteindre l'éclairage de ma ville parce que j'ai investi des milliers d'euros ou des millions d'euros pour installer des caméras de surveillance. Et les caméras de surveillance sont branchées sur le réseau électrique de l'éclairage public. Donc les caméras s'allument quand l'éclairage s'allume. On me dit oui, alors du coup, mais le truc c'est que c'est des caméras qui sont mal branchées. Et en général, les caméras qui sont installées sont des caméras diurnes. C'est-à-dire qu'on a besoin de lumière. Voilà. Il suffit de mettre des caméras un peu sensibles, des caméras infrarouges. Il y a plein d'autres manières de le faire. Donc non, la lumière n'assure pas la sécurité en général dans l'espace public, mais après, il faut regarder ça à la loupe un peu pour être un peu précis, quoi. Et prendre en compte le sentiment d'insécurité aussi. Voilà. Oui. De la pollution totale. Je pense que c'est à peu près impossible de répondre à cette question. Ce que je peux vous dire, c'est que dans des zones où il y a de la pollution de l'air, il y a d'autres phénomènes de diffusion qui amplifient encore la diffusion de la lumière. Parce qu'il y a différents types de diffusion. Il y a une diffusion entre les photons et les molécules de l'atmosphère classique. Et il y a une diffusion différente quand il y a des aérosols ou des particules lourdes. Donc on a des types de diffusion différentes. Donc au-dessus d'une ville ou d'une industrie, mais c'est comme quand il y a du brouillard, en fait, on le voit bien, quoi, hein. Donc ça évolue avec les autres types de pollution. Mais je pense qu'on ne peut pas faire de niveau de valeur entre la pollution sonore, la pollution olfactive, la pollution chimique, la pollution... voilà. Je ne peux pas répondre à cette question. Écoutez, on me dit souvent, est-ce que vous trouvez que le sujet a évolué depuis que vous travaillez là-dessus, etc. Moi, il y a 20 ans, 30 ans, quand j'ai commencé à parler de ça, j'étais un jeune astronome où je faisais un peu d'animation. Et puis, je disais aux gens, ben, on prend le télescope et on va un peu plus loin. Voilà. J'allais voir les maires, j'étais ce qu'on appelle proactif. J'allais voir les élus, je dis, ah, ouais, pollution lumineuse, il faudrait faire ci, faire ça. Aujourd'hui, j'essaye de répondre à
toutes les demandes qu'on me fait, en fait. Et donc, j'ai d'ailleurs la fierté, je dirais, de dire que j'ai créé aussi une activité professionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, indirectement, on doit avoir à peu près 5 équivalents de temps plein qui travaillent avec moi là-dessus. Ça veut dire qu'on crée de l'activité. Et aujourd'hui, c'est beaucoup par appel d'offres, quoi. Hein. Donc, il y a des appels d'offres, mais on fait ça, je ne sais pas combien j'en fais par an, mais on n'arrête pas, oui. Alors, je ne suis pas là pour faire trop la pub, mais pour donner des ordres de grandeur, on a aujourd'hui 11 millions de points lumineux en France. On en a collecté, au gré des différentes activités qu'on a menées, à peu près 5 millions. On a, de près ou de loin, nos outils, nos résultats ont bénéficié à peu près 15 000 communes en France. Donc oui, ça a pas mal évolué depuis. Donc, et aujourd'hui, la grosse différence, c'est que c'est pas moi qui suis proactif à essayer d'aller expliquer les choses aux gens, c'est que j'essaye de répondre aux demandes que font les gens parce qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'on essayait de leur dire. Mais toute la fierté que je peux avoir ici avec mon award, machin que j'ai reçu, je mesure surtout le chemin qui reste à parcourir. C'est-à-dire que là, on a la solution de facilité, on a été à l'interrupteur, on a fait une petite loi qui est plus ou moins suivie, qui n'est jamais contrôlée, et on commence à peine à comprendre que l'enjeu, c'est la biodiversité. On va se retrouver avec un indicateur qui fait que les gens vont se faire mousser alors qu'on va passer à côté du problème. Et on est encore au début des balbutiements de penser qu'il y a effectivement un enjeu pour la santé humaine, quoi, oui. Donc le boulot, il reste. Et on n'est qu'en France. Et je vous ai montré au début qu'il n'y a qu'en France qu'on a conscience de tout ça. Donc le boulot, les centaines de milliers de lampadaires qui sont vendus par les industries françaises, ils ne sont pas installés en France. Ils sont installés en Amérique du Sud, ils sont installés en Afrique. Voilà. Donc le boulot, il est devant nous, en fait. Hein, vraiment. Ouais, mais la Belgique, ça fait longtemps que c'est la cata. Il y a des territoires qui étaient... Alors, encore une fois, je mesure mes propos. Moi, je dirais relativement préservés pour la pollution lumineuse. Après, je comprends bien qu'apporter de l'éclairage nocturne au Bénin, par exemple, c'est un vrai progrès pour eux, évidemment. Mais je travaille beaucoup avec le Maroc, par exemple. Autant... Alors, je ne veux pas que ça paraisse prétentieux hein, de dire ça, mais autant leur éviter de faire les mêmes conneries que nous, quoi. L'avantage d'avoir fait des conneries avant, c'est qu'on peut expliquer aux gens qu'on peut au moins leur permettre d'éviter de les faire. Voilà. Donc, encore une fois, le boulot reste à faire. Donc rejoignez-nous à Dark Sky France si vous voulez au moins être informé de ça déjà. Et puis, donc je vous dis à dans 2 ans ou avant si ça vous intéresse. N'hésitez pas à nous recontacter. Et merci encore à tous. Bonne fin de week-end.